cadre du volet Société du panorama inclusif, je vais vous exposer les nouvelles formes de pouvoir qui sont offertes aux citoyens par l'utilisation des outils du Web 2.0. D'abord, je vais me présenter moi-même. Je suis ingénieure de formation, mais maintenant analyste au Bureau de coordination des enquêtes sur les délits informatiques de la Sûreté du Québec, le BCEDI. L'unité a été mise en place en 2001. Maintenant, en 2010, il est composé de 30 personnes. Le bureau est responsable des activités d'enquête et de renseignement sur la cybercriminalité, et ça pour l'ensemble du territoire du Québec. Brièvement, le bureau est divisé en 3 modules. Il y a le module de la vigie, qui est composé des policiers enquêteurs sur le web. Le module de l'enquête, les policiers qui sont responsables des perquisitions, des accusations et du suivi à la cour. Et le module d'analyse, un groupe de civils. Nous sommes en soutien aux policiers, soit pour développer des outils, réaliser des enquêtes, réaliser des analyses stratégiques ou tactiques, et aussi effectuer une veille sur le web là, pour déceler les nouvelles tendances criminelles. Donc, le Web 2.0, est-ce que c'est une forme de 5e pouvoir? Merci à M. Lebel d'avoir déjà introduit le sujet. Donc, qu'est-ce que le Web 2.0 a de particulier? C'est qu'il permet une diffusion d'informations en temps réel, donc une transmission des informations qui est quasi instantanée suite à un événement. C'est une diffusion qui peut être faite par de simples citoyens, comme le rapportait Olivier Robillard du magazine silicone.fr. La diffusion des informations est désormais sociale, dans le sens où chacun peut y participer et contribuer à nourrir un flot continu de nouvelles. C'est en quelque sorte une démocratisation de l'information, et aussi le Web 2.0 est facile à utiliser et offre une grande visibilité. Ce qui a pour résultat que certaines institutions peuvent perdre leur autorité, que ce soit les médias et par extension les gouvernements, les forces policières ou autres. Des exemples d'informations en temps réel. D'abord, en 2009, on a vu la confirmation d'un mouvement qui est sans doute irréversible et qui consiste pour l'internaute à chercher des informations en temps réel. On a vu la lecture en transit, le streaming en anglais, qui est la diffusion de contenu audio ou vidéo en continu au fur et à mesure du téléchargement du fichier. Alors, l'utilisateur n'est pas obligé d'attendre que le fichier soit complètement téléchargé avant de le visualiser. Même les uTorrents vont se mettre au streaming. Donc, c'est des pratiques qui sont appelées à détrôner les pratiques de téléchargement classiques comme on les connaît. Un autre exemple, d'une autre nature cette fois-ci, mais qui rejoint quand même le même concept que M. Lointy a déjà abordé avec quelques réserves, c'est l'informatique dans les nuages. Ça permet donc l'hébergement des applications et des données, et ça permet surtout aux utilisateurs d'avoir accès en tout temps, de partout, et à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet, d'avoir accès donc à leurs données et à leurs applications. Les moteurs de recherche aussi s'adaptent au temps réel. Traditionnellement, une des principales lacunes qu'on leur connaissait, c'était le temps d'indexation, le délai d'indexation. En effet, l'information immédiate échappait aux moteurs de recherche traditionnels. Par exemple, si on cherchait des informations sur une station de ski, il n'était pas sûr qu'on soit informé en temps réel là, de l'enneigement actuel. Mais les nouveaux moteurs de recherche vont s'adaptent déjà, vont indexer l'information, comme le moteur de recherche de Twitter, qui le fait déjà. Il y a Collecta, un nouveau moteur là, qui se nourrit de ce qui est publié dans Twitter, dans Flickr, dans les blogs et dans d'autres réseaux sociaux, et même la vedette Google, qui va aussi embarquer. Les utilisateurs verront dorénavant apparaître les résultats au fur et à mesure qu'ils sont publiés. Le plus récent chouchou du web, par contre, est sans conteste Twitter. D'ailleurs, Twitter est le mot anglais le plus populaire de l'année 2009, devant Obama et devant H1N1, selon le Global Language Monitor. Et selon Fred Cavazza, un consultant web, il nous dit que Twitter représente bien les pratiques sociales de la nouvelle génération,
dans le sens où il s'agit de pratiques qui sont plus spontanées, plus informelles et avec davantage de proximité. Twitter, les autres blogs et réseaux sociaux vont donner à chacun les moyens de rapporter en temps réel à leur entourage, mais à la planète entière, des nouvelles concernant des événements souvent anodins, c'est vrai, là, il y en a qui vont nous dire la marque de céréales qu'ils sont en train de manger, mais ça leur permet aussi de rapporter des événements d'intérêt dont ils peuvent avoir été témoins. C'est souvent là qu'apparaissent les premières nouvelles après un événement important, et on dit que Twitter serait à la fois plus rapide, plus réactif, mais également plus incontrôlable que n'importe quel autre média. C'est généralement assez exhaustif aussi parce que c'est alimenté par la communauté mondiale. Le Web 2.0 donne donc aux citoyens dits normaux un puissant pouvoir informatif qui a été longtemps l'apanage des médias officiels et des monopoles d'État. Une partie de la puissance du Web 2.0 aussi vient de ce qu'on appelle les effets de buzz ou les effets de chaîne. C'est que comme une traînée de poudre, une information qui est diffusée à un endroit va s'étendre, va faire l'objet de plusieurs transferts, des partages, des redirections, et va se produire un genre de propagation épidémique ou virale. Tout le monde devient au courant de l'événement. Même certains journalistes vont se référer à Twitter. Pour eux, les membres de Twitter vont faire office de lanceurs d'alerte. Dès qu'un petit voyant rouge va s'allumer sur Twitter, le journaliste va en prendre connaissance, la vérifier l'information, la synthétiser et la publier ensuite par les voies officielles. Donc, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que le Web 2.0 peut vraiment concurrencer les médias? J'ai d'autres exemples. Là. On a vu la course folle au Monoprix, rapportée par M. Lebel. J'en ai d'autres. Un événement en janvier 2009, il y a eu l'amérissage parfait d'un avion du US Airways dans l'Hudson River de New York. Et quelques minutes plus tard seulement après, Janice Crumbs a posté son célèbre tweet « There is a plane on the Hudson. I'm on the ferry to pick up the people crazy ». Donc, une phrase qui a marqué l'imaginaire de tout le monde. C'est un exemple qui démontre qu'avec ce nouveau type de journaliste citoyen, l'œil de la caméra ou du téléphone cellulaire est partout. Il peut enregistrer un événement et le partager presque instantanément avec le monde entier. C'est également sur Twitter que les premières informations sur les attentats de Bombay en novembre 2008 ont été rendues disponibles. Les premiers témoignages sont apparus presque en temps réel au cœur de l'événement et expliquaient la situation de minute en minute. En novembre 2008 aussi, aux États-Unis, on dit que c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux que Obama a remporté l'élection. En juin 2009, lors des manifestations post-électorales en Iran, c'est en grande partie, encore une fois, grâce à Twitter et à YouTube, que les jeunes ont pu organiser et faire connaître leur contestation, alors que les médias étaient condamnés au silence, dû à la pression et à la censure aussi. Donc, Twitter, à ce moment-là, était un des seuls outils à ne pas avoir été bloqué par le gouvernement iranien. Et puis, tout récemment, en décembre dernier, c'est un appel de blogueurs aussi pour demander la démission de Berlusconi, qui, suite à ses ennuis judiciaires, là, qui a permis de rassembler 400 000 personnes. Donc, le Web 2.0, plus qu'un vecteur d'information seulement descriptive, peut devenir un instrument de contournement de la censure. Ça montre que la censure totale est désormais impossible dans les sociétés où les individus sont équipés de moyens de communication électroniques individuels. Le Web 2.0 peut devenir un outil de dénonciation de la répression. Ça peut favoriser la création de communautés de résistance démocratique et ça fournit aussi à leurs utilisateurs une réelle force politique. Les nouvelles technologies du Web 2.0, donc, peuvent modifier les rapports de force entre l'État et les citoyens, particulièrement ceux de la nouvelle génération.
Pour décrire le phénomène, Laurent Supply, un journaliste au Figaro.fr, utilise l'expression « mosaïque d'informations parcellaires qui se développe en direct de façon anarchique ». Ce qui nous amène un peu à parler des limites de Twitter. Les informations qu'on retrouve là-dessus vont être souvent non vérifiées, non synthétisées, souvent superficielles, sont souvent chargées ou parfois chargées de notes émotives ou même manipulatrices, sont pas toujours pertinentes non plus, ni toujours fiables, peuvent à la limite s'avérer fausses. J'avais trouvé un exemple là, pour les attentats de Bombay. C'est comme dans le jeu du téléphone arabe. Il y a une équipe de 7 agents de sécurité sud-africains qui a contribué au sauvetage de 120 clients, mais qui est devenue pour les internautes une escouade de 120 soldats d'élite des troupes d'assaut sud-africaines. Donc, il faut quand même rester prudent dans ce qu'on lit sur Twitter. En plus du bruit qu'on retrouve sur Twitter, donc qu'est-ce qui est non pertinent, il y a aussi un phénomène d'écho, donc la même information qui va se répéter à plusieurs endroits. Juste une petite nuance avec le buzz, là, l'écho, c'est plus de la répétition qui n'était pas vraiment nécessaire, alors que le buzz va nous rediriger ailleurs et nous apporter des valeurs ajoutées, là, des compléments d'information. Donc, il y a certains journalistes qui sont beaucoup moins enthousiastes face au phénomène, comme Amy Garand, une consultante en communication de l'Université du Colorado, qui, pour elle, dit que les journalistes citoyens ne produisent ni information ni analyse, qu'ils se contentent souvent de citer les contenus des médias officiels ou encore des faits banals, comme on le sait, et qu'ils sont incapables de donner un sens à un événement. Bon, elle est un peu sévère, là, mais bref, on entend différents sons de cloche, et puis l'évolution du phénomène dans les prochaines années nous révélera son importance réelle. Est-ce que le Web 2.0 pourrait aussi concurrencer les forces policières? Donc, il y a des citoyens qui sont insatisfaits des services policiers et qui décident d'effectuer leur propre enquête sur Internet. On y voit de véritables chasses à l'homme. Il est vrai que les justiciers ont existé de tout temps, mais le Web 2.0 leur permet maintenant de se regrouper facilement et leur accorde ainsi un pouvoir qui était inconcevable auparavant. Quelques exemples banals, mais tout de même représentatifs de l'action des citoyens. On a vu des gens utiliser Internet pour retrouver l'auteur de sévices sur un chat, un cambrioleur ou encore un client parti sans payer l'addition, parfois même sans jamais signaler l'affaire aux policiers. Dans le cas du restaurateur qui a vu les jeunes revenir payer l'addition après qu'il les ait identifiés sur Facebook. D'autres exemples, des militants anti-pédophiles qui traquent les agresseurs sexuels sur Internet. Ils vont diffuser des informations sur des présumés agresseurs. Ils vont tendre eux-mêmes des pièges aux pédophiles sur Internet en se faisant passer pour des mineurs dans des salons de clavardage pour ensuite remettre les preuves des crimes au service de police. On doit dire que les autorités sont pas toujours à l'aise avec ce type d'activité-là. D'une part, parce que de rendre ces informations-là accessibles, ça peut rendre le pédophile plus efficace ou plus prudent, une fois qu'il sait qu'est-ce qui est connu à son sujet, mais aussi parce que les pièges tendus par les citoyens ne sont pas toujours faits selon les normes, selon les règles de l'art. Ça peut aussi constituer de l'attrapment, puis à la limite, ça peut faire échouer une enquête. Donc, le pouvoir citoyen là, ne comporte pas que des avantages non plus. Un autre cas où une institution a pris le relais de la police, c'est en décembre dernier, c'est le journal Seattle Times qui a initié une chasse à l'homme sur Internet en temps réel sur Google Wave. L'objectif, c'était de collecter le plus d'informations possible sur l'individu suspecté d'une fusillade, en faisant appel à toutes les personnes qui pouvaient contribuer. Et en parallèle, le journal s'appuyait sur son compte Twitter pour relayer les dernières informations qu'ils avaient trouvées. Le phénomène de chasse à l'homme atteint toutefois des sommets en Chine. C'est tellement répandu là-bas que ça porte le nom de moteur de recherche de chair humaine pour des histoires de corruption
d'offense à la souveraineté du pays ou même d'adultère. Il y a des internautes qui ont été arrêtés, d'autres qui sont obligés de se cacher à cause du harcèlement dont elles sont victimes sur Internet. Les autres institutions qui peuvent faire l'objet de la compétition du Web 2.0, dans le monde artistique, jusqu'à tout récemment, c'était uniquement les majors de l'industrie musicale qui décidaient du sort des artistes en décidant de les prendre sur leurs ailes ou pas. Et les musiciens indépendants avaient peu de chances de percer. Mais maintenant, avec YouTube, Twitter et les autres effets de buzz, les artistes peuvent arriver à se faire connaître sans être pris en charge par les grandes compagnies. Un exemple, cette fois-ci, d'une organisation qui s'adapte. Les scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le USGS, ont maintenant intégré Twitter à leur outil de détection des tremblements de terre. Ils captent les discussions qui portent sur les tremblements de terre, car ils croient que ces informations-là sont virales et peuvent s'avérer plus efficaces et plus rapides que les outils de mesure traditionnels. En effet, qu'est-ce que font certaines personnes dès qu'elles ressentent un tremblement de terre? Elles manifestent immédiatement leur réaction sur Twitter. Donc, de quelques secondes sur Twitter, alors que les outils traditionnels peuvent prendre de 2 à 20 minutes à parvenir aux scientifiques. Donc, ces messages-là pourraient être très utiles pour les gouvernements qui pourraient dépêcher des secours sur place plus rapidement. L'objectif, c'est évidemment pas de remplacer les outils, mais ça représente un bon complément. Une autre manifestation du pouvoir accru des internautes peut être étendue à des débats de société. Par exemple, cette histoire des pirates informatiques qui se sont emparés de milliers de documents reliés aux travaux des chercheurs sur les changements climatiques et qui les ont ensuite diffusés sur le Web. Le but de cette action était d'exposer des supposées manipulations dans les données pour exagérer la gravité de la situation. Dans ce cas-ci, malgré que la démarche était illégale au départ, c'est-à-dire le vol de données, il faut quand même reconnaître que la diffusion sur Internet leur a offert une tribune remarquable, qui a eu un impact politique aussi parce que finalement, il y a eu des élus conservateurs et républicains qui ont exigé une enquête publique suite à ces révélations. Il y a une autre forme de pouvoir que j'hésitais un peu à intégrer à ma présentation parce que les outils employés sont davantage des sites commerciaux et non des sites de réseautage social. Ça encore, ça peut être discutable, mais c'est le pouvoir économique des citoyens. En effet, maintenant, il est relativement courant d'acheter sur des sites d'enchères plusieurs articles, souvent de l'électronique. C'est fait tout à fait légalement. Les articles proviennent de Chine et on achète ça, on le sait, à une fraction du prix. Évidemment, ça peut avoir des répercussions sur nos économies locales. Pour l'instant, les gens manquent encore un peu de confiance pour le faire de façon massive, mais ça pourrait changer dans l'avenir, évidemment. En conclusion, les outils du Web 2.0 offrent aux citoyens une large vitrine, que ce soit pour la diffusion d'informations, l'expression d'opinions ou la recherche d'une personne, créant une force de frappe qui est prodigieusement efficace, considérant la relative facilité avec laquelle le processus a pu être mis en branle et conférant la capacité d'influencer notablement les populations et par conséquent les gouvernements. La portée extraordinaire de ces outils va nous forcer à réévaluer notre conception du rôle longtemps conféré aux médias, gouvernements, aux forces policières et aux autres institutions. Et le pouvoir de ces outils pourrait être encore décuplé dans l'avenir quand leur utilisation sera de plus en plus répandue et que la majorité des citoyens ne se satisferont plus des sources d'informations officielles et par conséquent contrôlées. Bien, merci de votre attention.